Alors, écoutez, pour la prochaine conférence, qui sera la dernière d'aujourd'hui, une quarantaine de minutes, on va explorer avec Bernard-Marie Chiquet cette idée de l'holacratie. Alors, notre conférencier a une carrière en 2 temps. Un premier temps où, dans le monde de la consultation, il a été directeur exécutif chez Capgemini, un associé chez Ernst Young, probablement quelques comptables, bien sûr, et président fondateur de EuroExpert. Première partie de sa vie, donc, dans la consultation, des grandes firmes, sa propre firme. Deuxième partie de sa vie, développer une approche où il se forme comme coach et découvre cette idée de l'holacratie et décide d'en faire son aire de la guerre et en fondant aussi son entreprise IGI Partenaire. Avant de vous lancer dans votre conférence qui s'appelle « Passer de la pyramide au cercle », j'aurais une question pour vous. Alors, à la page 11 du G-Book, vous dites qu'un contexte d'entreprise peut favoriser ou défavoriser ou tuer le leadership. En un mot, une expression, pourquoi? Les êtres humains ne sont pas les comportements qui sont dans leur environnement. Changer l'environnement et l'inimaginable est possible. Bonne conférence. Merci. Bonsoir à vous tous. Je suis heureux et honoré d'être avec vous ce soir et d'avoir été choisi par vous, par Michel et par Jean que j'avais rencontré à Paris, pour vous présenter un sujet que j'adore, qui s'appelle holacratie. La difficulté, parce que pour moi c'est un vrai défi, c'est de vous raconter en 40, alors on m'avait dit 50, mais je vais m'adapter sur 40 minutes. Ah non, c'est 50. Ce que habituellement j'ai du mal à expliquer ou à faire passer en 4 jours et demi. Je donne des formations de certification d'holacratie, ça prend 4 jours et demi, et c'est déjà la galère pour faire comprendre l'holacratie en 4 jours et demi. Et là, j'ai 50 minutes pour essayer de vous faire passer. Donc, je vais baisser la barre. Mon objectif ce soir, c'est juste, peut-être, probablement, ça va répondre à certaines de vos questions si vous n'êtes pas du tout exposé à l'holacratie. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille plonger ensemble dans l'eau l'acratie. Et probablement que l'objectif que je pourrais me fixer, je suis en train de me donner un objectif, c'est d'ouvrir un questionnement. Il y aura des questions après, et puis je serai à la soirée. Donc, en fait, c'est ça que je vais me fixer comme défi, un questionnement. Et je me rends compte en parlant, là, je prends conscience, je n'ai pas préparé mon intro, je fais toujours en live, et je me rends compte que, en fait, il y a une forme d'émotion là dans l'instant. Parce que j'ai additionné des chiffres. Hier soir, j'étais avec le conseil d'administration et ils me demandaient mais alors, ce truc-là, holacratie, ça marche où, ça marche comment? Et moi, je suis un pionnier, ça fait 7 ans que je fais ça tous les jours, parce que je ne ferai rien d'autre au monde, il n'y a que ça qui m'excite, qui m'allume, comme vous dites, au Québec, pardon. Et là, donc, je vais pouvoir. J'ai pris conscience que ce truc-là, il est arrivé. Je ne sais pas si ça va se développer à grande échelle, mais c'est arrivé. J'ai accompagné, j'ai mis en place l'holacratie dans plus de 40 entreprises. Et l'autre jour, avec des collègues au niveau aux États-Unis et dans d'autres pays, on se posait la question de savoir combien d'entreprises qui fonctionnent dans l'holacratie. Et on arrive entre 300 et 400 entreprises. Donc, c'est rien du tout par rapport au nombre d'entreprises. Et en même temps, ça devient crédible. Ça devient crédible parce qu'on l'a fait. Et pas d'hier matin, ça fait 7 ans qu'on fait ça tous les jours. Et donc, il y a une autre façon de faire, effectivement, que la hiérarchie. Et tant mieux, parce que moi, c'est ma quête personnelle de vie. Alors, pour démarrer, j'aime bien démarrer par ça, parce que c'est la question que je me pose depuis longtemps. Je me suis toujours posé la question, c'est quoi les difficultés chroniques, les difficultés endémiques qui se répètent encore et encore et encore dans les entreprises. Quand j'étais consultant, quand j'étais dirigeant, quand j'étais dirigé, et après, et tous les jours, je pose cette question. Et cette question, pour moi, elle est hyper importante parce qu'à chaque fois que je pose la question, les réponses sont toujours les mêmes. Là, je vous donne un échantillon à l'écran des réponses qui me sont données. Donc, si je posais ça là, si je pose la question à des entrepreneurs, du groupement, la réponse qui va souvent m'être faite, c'est moi, je suis débordé, je suis un goulot d'étranglement, et finalement, je me rends compte, moi, en tant qu'entrepreneur, je l'ai vécu, j'ai créé 5 entreprises dans ma vie, je me rends compte en tant qu'entrepreneur que la limite de développement de l'entreprise, elle est directement connectée ou liée à mes capacités, et que moi, je commence à fatiguer. J'en ai marre, parce que tout me remonte, le monde devient de plus en plus complexe, j'ai beau mettre de la tuyauterie en place, je ne suis pas très outillé pour le faire, mais des choses nouvelles arrivent, et encore, et encore, et encore.
ce qui est fascinant, c'est que, donc là vous voyez un échantillon de toutes les difficultés qu'on me raconte généralement, problème de communication, gâchis d'énergie. Un truc, moi, qui à titre personnel m'a toujours fasciné, c'est je m'amusais à une époque à mesurer sur 100 de l'énergie que je donne dans une organisation, il y a combien qui sort à la sortie. Quand je dis combien qui sort à la sortie, il y a combien qui impacte la raison d'être de l'organisation. C'est à pleurer. J'ai arrêté de donner dans des ONG tellement elles sont mal organisées. Tu donnes 1 euro, il n'y a pas 5 centimes qui arrivent en bout de ligne. C'est du gâchis. Et donc, voilà, c'était juste pour introduire le sujet. Mais moi, là, quand je vois ça, parce que je suis ça depuis 30 ans tous les jours, je me suis dit finalement, pourquoi est-ce qu'on a ces difficultés-là et pour moi, elles sont structurelles. C'est évident, et j'en ai l'intuition depuis très longtemps. Elles sont tout simplement structurelles. Ces difficultés-là, l'hypothèse que je vous propose ce soir, et je pense que c'est la meilleure façon de rentrer dans ce qui s'appelle holacratie, ces difficultés-là, c'est juste la conséquence naturelle de la façon dont les organisations sont construites. Nos organisations, avec le management, la hiérarchie, qui date d'il y a plus d'un siècle, alors je sais que ça a un peu évolué, mais il n'y a pas eu de disruption en termes de technologie, on va revenir là-dessus, finalement sont parfaitement conçues pour produire ce genre de conséquences. Et donc à partir de ce moment-là, la question pour moi, c'était de changer le système d'exploitation et de proposer, de trouver des alternatives au modèle managérial. Le modèle auquel on est habitué, c'est celui-là. Et avant de jeter l'eau avec le bébé, comment on dit, le bébé avec l'eau du bain, je ne sais jamais dans quel sens, il faut se rappeler quand même que ce modèle-là, il apporte beaucoup de choses. Il apporte beaucoup de capacités. Il nous a apporté la responsabilisation, il nous a apporté des capacités d'alignement, il nous a apporté le passage à l'échelle. La génération avant Fayol-Taylor 1911, pour ceux qui sont assez âgés comme moi, la taille moyenne des entreprises sur la planète Terre était de 4 personnes, moins de 4 personnes. Et on est passé à l'échelle. Donc il y a beaucoup de valeur dans ce modèle-là. Bien sûr, là, je vous ai présenté un modèle très simplifié. Je suis au courant qu'il y a eu Lean Management en 70, il y a les matrices, j'en ai souffert, avec des 5 dimensions, voire des 6 dimensions. Mais ce que je voulais voir avec vous, là, c'est d'abord d'honorer, donc mon propos n'est absolument pas critique par rapport à ce système, de l'honorer et en même temps de reconnaître qu'il est probablement devenu obsolète, et de remarquer avec vous que dans cette façon de décrire les organisations à travers un organigramme, à travers des processus et à travers des fiches de poste et job description, finalement, on mélange la description de l'organisation avec les humains. D'ailleurs, pour définir la façon dont ça fonctionne, on affiche des humains. Les petits bonhommes que vous voyez sont des êtres humains. Donc lui, il est directeur marketing, l'autre est directeur commercial. Et je pense que ce n'est pas sain. Et pendant longtemps, pendant des années, j'ai cherché à mettre de l'humain dans l'entreprise, et je ne suis pas le seul, pour me rendre compte que ma quête était probablement vaine, et ça c'est ma croyance personnelle, et qu'en fait l'humain, il n'y a rien à faire, l'humain il s'exprime tout seul, il y a juste à défaire des choses. Et que le mal-être de nos systèmes aujourd'hui, c'est que l'organisationnel et l'humain sont fusionnés. Et parfois ça donne ça dans les entreprises, et là je fais le lien avec l'intervention. Là c'est la page de fun, on m'a dit dans toutes les présentations il faut que tu mettes une page de fun, donc c'est la page de fun, c'est là où il faut rire. Pourquoi je vous présente ça? J'ai entendu tout à l'heure une transition qui est exceptionnelle. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire, mais enfin, on parlait de l'entreprise et puis si vous avez une relation, alors là en plus c'était des relations officielles, mais imaginez que l'humanité qui s'exprime, ça passe parfois par des liaisons extra-maritales et on n'est pas là, je me place en dehors de la morale. Le moral ne fait pas partie du cadre de ma présentation ce soir. Mais quand vous avez une liaison avec quelqu'un dans une entreprise, où est le problème finalement quand on y réfléchit? Si monsieur a une relation avec madame qui est au 5e, où est le problème? Si elle est d'accord et s'il est d'accord. Et pourquoi? Donnez-moi une raison pourquoi dans ces entreprises-là, en fait, on est obligé, probablement dans la plupart des entreprises, de le cacher. C'est bien l'humanité qui s'exprime d'une façon qui est assez banale. Pourquoi? Et donc le point ici, c'est l'hypothèse que je vous propose, et pour moi c'est la meilleure introduction à l'holacratie, c'est vraiment le point essentiel, c'est que à force de mélanger les deux, en fait, on contraint l'humain. Et que l'humain, il n'y a rien à faire. Il y a juste à mettre en place, à trouver un système d'exploitation, un mode de fonctionnement de l'organisation qui protège l'humain de toute forme de pollution organisationnelle. Et donc, on arrive à holacratie, c'est donc une nouvelle technologie, comme j'aime à le dire, sociale pour les organisations. Le management, il y a un peu plus d'un siècle, est une technologie sociale pour les organisations. Quand j'utilise le mot technologie, j'utilise au sens large. C'est l'ensemble des outils et des méthodes au service de l'évolution de l'humanité. Holacratie est une autre technologie. Et pour la première définition, je voulais vous faire très courte. Dans le management, il y en a deux. C'est basé sur une dualité. Il y a celui qui manage et qui gouverne, et il y a celui qui est managé et qui est gouverné. Ça a donné derrière
droit du travail avec des contrats de travail. Quand tu signes un contrat de travail, tu signes pour un lien de subordination à une hiérarchie. Donc il y en a deux. Holacratie, c'est autre chose. Il n'y en a qu'un, c'est la réunion. Alors, ça, c'est un mot qui va vous parler, évidemment. C'est la réunion. Il n'y en a qu'un. C'est celui qui bosse, qui gouverne tout ce qui l'empêche de bien bosser. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'holacratie. On ne peut pas, plus simple. Alors, pour avoir quoi je pense qu'un des premiers, là je vous donne un échantillon de ce que les clients qui nous demandent de les accompagner, parce que notre job c'est de mettre en place l'holacratie chez eux, finalement, parfois ils ont des besoins assez simples, comme par exemple avoir une structure organisationnelle qui soit simple, claire et explicite. Et la deuxième chose, c'est souvent un alignement par rapport à la raison d'être. Scarabée Biocop, une entreprise militante de 160 personnes, à force de grandir en mettant en place une structure managériale avec du micromanagement, vous avez beau former vos managers, mais les managers, ils ont leurs mauvais jours, les collaborateurs ont perdu le lien avec cet esprit de start-up militant. Et vous les retrouvez ça. L'alignement sur la raison d'être est aussi pour moi quelque chose d'assez important, parce qu'il y a aussi là une dualité entre... Vous avez des entreprises qui, si elles n'y prennent pas garde, sont... dirigées par l'argent, et puis de l'autre côté, vous avez des entreprises qui sont dirigées par le non-profit, hein, les associations de 1901 en France, je ne sais pas comment ça s'appelle au Québec, et que finalement, il est probablement temps de passer à une autre génération d'entreprises qui ne soit pas définie par le non-argent ou par l'argent, mais par la raison d'être, et on va y revenir dessus. Très souvent, et c'était repris ce matin aussi, très souvent, les entrepreneurs, ils veulent tout simplement arrêter le gâchis d'énergie. Et Dieu sait qu'on peut passer beaucoup de temps en jeu politique et puis gommer le lien de subordination. Comme je dis toujours, pendant 30 ans, j'ai essayé de faire de l'empowerment dans les équipes dans lesquelles j'intervenais, et c'est juste pas possible parce qu'il y a un lien de subordination. C'est juste ça. Est-ce que c'est possible de gommer le lien de subordination ? L'autre élément dont la plupart de nos clients, sur lesquels la plupart de nos clients rêvent, c'est est-ce que c'est possible d'avoir un véhicule organisationnel qui change aussi vite que le changement. Ce qui est un vrai défi, parce que le changement a changé, comme dirait Gary Hamel. Est-ce que c'est possible d'avoir un véhicule organisationnel qui soit capable de surfer sur toutes les vagues de l'évolution de son environnement ? Est-ce que c'est possible d'avoir un véhicule organisationnel qui soit capable de surfer sur toutes les vagues de l'évolution des modèles mentaux et les nouvelles générations qui arrivent ? Et puis là, pour vous donner le cadre, probablement le point le plus important, c'est est-ce que c'est possible de mettre en place un environnement dans lequel il n'y aurait rien à faire ? Parce que cet environnement, il serait juste sain pour que l'humanité puisse s'épanouir, pour que les gens puissent libérer leur potentiel. Voilà les sujets ou les promesses qui ne sont pas attachés à l'outil, mais qui sont attachés à l'outil le permet à condition de s'en emparer. Et donc, dans tout ce que je vais dire ensuite, je vous parle de l'outil et des résultats que ça peut avoir dans la mesure où, effectivement, vous vous emparez de l'outil, ce qui est assez complexe, parce que très nouveau. Donc, je vais rapidement passer sur 4 éléments clés ce soir, pour vous donner le goût de ce que c'est que l'holacratie. Le premier élément clé, c'est quelque chose qui nous vient des villes. En fait, Tony Hsieh, qui est le CEO de Zappos, utilise ça, et c'est la raison pour laquelle il est parti dans l'holacratie. Son fantasme, c'était de s'inspirer de ce qui se passe dans les villes, parce que les études montrent que dans les villes, lorsque vous augmentez la population par 2, la créativité et la productivité par habitant augmentent de 15%. Dans les entreprises, quand vous multipliez les effectifs par 2, la productivité et la créativité n'augmentent pas. Parfois, elle descend. Donc c'est intéressant, surtout pour vous entrepreneurs, la pérennité d'une ville, c'est quelque chose qui est... Avoir des villes qui ont plusieurs siècles, c'est assez banal. Une entreprise qui a plusieurs siècles, c'est moins banal. Donc cette inspiration des villes est très intéressante. En holacratie, ça fonctionne comme dans une ville. Dans une ville, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de management. Dans une ville, vous êtes libre d'acheter la nourriture, vous êtes libre d'acheter une maison, de louer un appartement. Vous devez simplement respecter les règles du jeu, ça s'appelle des lois, et vous devez aussi respecter un concept, une technologie qui s'appelle la propriété, ce qui fait que quand tu mets des choses dans ton frigo, tu es à peu près sûr que ton voisin ne va pas te les piquer, sauf si tu as un accord particulier avec lui. L'holacratie, ça fonctionne exactement de la même manière. Ça fonctionne sur des règles du jeu. Et donc, l'holacratie, c'est juste un document qui s'appelle une constitution. Donc, si dans la salle, il y a des entrepreneurs qui veulent passer en holacratie, votre première action, elle est toute simple. Vous prenez un papier et un crayon et vous abdiquez formellement votre pouvoir au service d'une constitution. Vous passez d'un roi, vous abandonnez votre royaume pour abdiquer en faveur d'un régime constitutionnel avec des règles du jeu que vous vous appliquez à vous-même. C'est-à-dire que dans ce système-là, personne n'est en dehors des règles du jeu.
Alors, voyez la conséquence pour le collaborateur. Le collaborateur, lui, il a un lien de subordination avec la hiérarchie. Laquelle hiérarchie, c'est subordonné aux règles du jeu. Donc, le collaborateur devient subordonné aux mêmes règles du jeu. Subordination gommée. Subordination à une hiérarchie au sens être humain, gommée. Comme ça. Et ce qui est d'ailleurs un enjeu énorme parce que les conditions d'existence professionnelle de tous les collaborateurs ont changé brutalement. Et vous savez comme moi que quand les conditions extérieures changent, à l'intérieur, ça se met en mouvement, que je le veuille ou non, que j'en ai conscience ou non. Ma transformation est partie. Regardez, monsieur, madame est partie avec un autre homme, transformation. Monsieur, c'est toujours les mecs, je ne sais pas pourquoi, monsieur, il s'est fait lourder, transformation. Regardez autour de vous les cas de transformation. Là, c'est la même chose qui se passe. Et donc, l'enjeu au-delà d'outils, c'est finalement l'accompagnement du deuil pour que les gens fassent face à la réalité le plus rapidement possible. Donc, point numéro 1, holacratie, c'est juste 30 pages. Deuxième définition, 30 pages qui définissent les règles du jeu. 30 pages, c'est rien du tout. Comme je dis, j'ai appris ça récemment, pour ça je frime, je le répète pour être sûr de l'intégrer. Vous savez, les règles du jeu du football, c'est 140 pages. Donc, c'est rien du tout. Et là, vous avez, avec cette constitution, sur plusieurs articles, le premier article 1 et 2 vous décrivent la structure, comment est-ce qu'on décrit maintenant les autorités. L'article 3 vous décrit comment on fait évoluer cette structure, et l'article 4 vous exprime comment fonctionne, l'article 5 expliquant comment est-ce que vous mettez en place l'holacratie. Donc, premier élément, un régime constitutionnel. Le deuxième élément, c'est le concept d'organisation. Et l'organisation en holacratie, elle est vue comme un être vivant doté de sa propre identité. Waouh! C'est-à-dire que l'organisation, elle appartient à personne. Le modèle mental que vous développez, lorsque vous partez dans l'holacratie, c'est considérer que l'organisation n'appartient à personne. Elle n'appartient pas au propriétaire, à l'actionnaire. Elle n'appartient pas au collaborateur. L'organisation est un être vivant doté de sa propre identité. Et on le sait bien. C'est une personne morale qui a des statuts. C'est une personne morale, elle a des statuts et elle a ce qu'on appelle une raison d'être. Et la raison d'être d'une organisation, c'est défini à l'article 5 de la dite Constitution comme étant le potentiel créateur le plus puissant que cette organisation est à même de manifester dans le monde. Évidemment que le monde attend, parce que si le monde n'attend rien, il va y avoir des soucis au niveau financier, compte tenu de toutes ces ressources. Alors bien sûr, il y a les ressources humaines, les compétences et l'engagement des personnes, mais il n'y a pas que ça. Il y a la puissance de la marque, il y a les actifs matériels et immatériels, il y a les réseaux, il y a les fonds de commerce, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, voyez l'organisation comme un être vivant, différencié des êtres humains, doté de sa propre raison d'être, un peu comme des parents qui se mettraient au service de l'évolution de leur enfant. On parlait tout à l'heure de bonheur avec Marc Etienne. Moi, ma croyance, c'est que pour être heureux, il faut être aligné sur sa zone de talent. Ça, c'est vrai, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je fonctionne, et je vois que ça fonctionne pas mal aussi autour de moi comme ça. Mais l'organisation, c'est pareil. Vous remplacez humain par organisation, c'est la même chose. Donc, la raison d'être de l'organisation est vraiment le sujet vraiment le plus, peut-être probablement le plus important, et c'est là où se passe le processus de différenciation entre les organisations et les humains. C'est d'autant plus important que si je reviens au collaborateur que j'ai laissé, là, vous savez, en pleine période de deuil, bah, lui, il dit « Ok, j'ai plus de chef, donc c'est quoi ma boussole? C'est quoi mon nouveau chef ?» Bah, ton nouveau chef, c'est l'entreprise. Parce que dans son modèle mental, il pensait qu'il était payé par le patron. Non, le patron, il t'a jamais payé. Il n'a pas sorti son chèque perso, il t'a fait un chèque. Non, c'est l'entreprise qui t'a payé. C'est très différent. Donc l'entreprise te paye, donc tu te mets au service de l'entreprise. C'est du bon sens. Mais alors, c'est quoi être au service de l'entreprise? Donne-moi le nord, quelle est la boussole? Et là, on tombe sur la raison d'être. Maintenant, je vais vous présenter deux autres éclairages, deux autres perspectives. Je les affiche en même temps parce qu'elles sont liées. Parce qu'en même temps, quand les gens parlent d'holacratie, très souvent, et qu'ils n'ont pas encore eu le temps de creuser, ils disent souvent, et surtout les journalistes font ça, en holacratie, on a compris, il n'y a plus de chef. Et donc, il n'y a plus de structure, puisque la structure organisationnelle, et c'est encore parlé comme ça, la structure organisationnelle est directement liée aux hommes ou aux équipes dans certains modèles mentaux. En fait, en holacratie, c'est un paradoxe, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de chef du tout, et en même temps, il y a beaucoup plus de structure. Donc, qui dit structure dit rigidité. Et le paradoxe, c'est qu'avec cette structure et beaucoup de rigidité, vous allez gagner en agilité. C'est pour ça que j'affiche les deux points, avec la structure organisationnelle et le pilotage dynamique dont j'irai deux mots. On va aller sur la structure rapidement. Voilà la structure d'AGI Partners, le cabinet dans lequel je suis. Donc la structure, là, je suis en train de vous présenter le corps d'AGI Partners, cette entité, cette personne morale. Elle a un corps, et dans ce corps, elle a des espaces, elle a des rôles, elle a des fonctions, et elle a l'espace unitaire pour décrire
l'activité qui est à faire ou les autorités qui sont à faire s'appelle un rôle. Donc le mot rôle, vous le connaissez, il a une définition extrêmement précise dans l'holacratie. Vous remarquez, c'est une organisation qui est fractale, au sens que dès que les rôles deviennent un peu gros, ils deviennent des cercles dans lesquels il y a des rôles, qui deviennent des cercles dans lesquels il y a des rôles, qui deviennent des cercles dans lesquels... Je vais arriver trop bas. Et ça fait une holarchie. Une holarchie, toutes les structures vivantes sont des holarchies. Donc je vais vous définir ce soir le code pour le rôle, sachant qu'une fois que vous avez compris comment fonctionne un rôle, vous avez tout compris, puisqu'un cercle est un rôle et une holarchie est un rôle. C'est l'avantage du fractal, il n'y a qu'une définition à faire. Donc on va prendre un rôle. Rapidement, donc le rôle lieu, chez AGI, il y a un rôle lieu. C'est un point important parce qu'on fait des formations, et pour ces formations, on a besoin d'une logistique particulière. Les ratios des hôtels ne conviennent absolument pas. Et donc, il faut qu'on mette de l'énergie pour avoir des lieux qui nous permettent de soutenir notre pédagogie. C'est un vrai cauchemar dans notre business model, un vrai cauchemar. Qui dit cauchemar dit qu'il faut qu'on mette notre conscience, notre attention et notre énergie, et ça s'appelle un rôle. Il faut donc qu'on ait une start-up dans la galaxie AGI, une start-up qui s'occupe de ça. Et bien, cette start-up, ça s'appelle le rôle lieu. Et voici le rôle lieu qui est défini d'abord par une raison d'être, puisque c'est fractal, on passe de la raison d'être de l'entreprise à la raison d'être d'un rôle. En l'occurrence, la raison d'être de ce rôle, c'est une logistique parfaite des événements, qui est définie par un autre élément qui sont les redevabilités. Les redevabilités sont les attendus explicites sur lesquels peuvent s'appuyer les autres rôles de l'organisation. En aucun cas, ils ne décrivent le rôle. On a parlé de sens dans plusieurs interventions avant moi. Holacracy est un mode de management qui n'est pas du management, vous avez compris, un mode de management que par le sens. C'est plus temps de dire aux gens ce qu'il faut faire ou comment ils doivent le faire, c'est temps d'expliquer aux gens pourquoi ils doivent le faire, et c'est la raison d'être. Donc une personne va être affectée à un rôle, et elle va se centrer sur la raison d'être du rôle. Bien sûr, derrière, vous allez trouver des projets, et des actions. Donc là, on rentre dans le domaine des opérations, que vous connaissez évidemment tous par cœur. Et aussi, les projets et les actions peuvent être déclenchés à partir de... Ça, c'est Google. J'aurais tout eu ce soir. Et donc, les projets et les actions peuvent être déclenchés à partir de la raison d'être directement. Pourquoi je vous présente ça? Pour introduire la notion de gouvernance. Et maintenant, c'est de la télécommande. Voilà. Et donc, toute la partie haute qui concerne la définition des rôles, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Donc, en holacracy, vous voyez une entreprise comme une galaxie avec des startups. Une startup égale un rôle. Et ces rôles-là, en fait, remplacent ce qu'on appelait autrefois l'organigramme. Et ces rôles-là font l'objet d'une matière qui s'appelle la gouvernance. Et la gouvernance à tous les étages, puisque tout le monde peut modifier. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y en a qu'un qui gouverne tout ce qui limite son travail. C'est la gouvernance. Et puis, bien sûr, en bleu, les opérations, mais ça, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, tout le monde connaît les opérations. Si je reviens au rôle lieu, il y a un troisième élément dans lequel je suis passé, que je n'ai pas expliqué, qui est le domaine. Donc en fait, avec un code ADN pour rendre compte et actualiser et différencier le corps d'une organisation basé sur trois composants, la raison d'être du rôle, les domaines et les redevabilités. Le domaine étant aux organisations ce que les humains appellent propriété, hein, c'est le même concept. Et de temps en temps, il y a besoin de réguler ou de contrôler des bouts de propriété de l'entreprise. Vous avez la notion de rôle. Et ça définit les caractéristiques d'une start-up. Et vous voyez une entreprise en holacracy comme un ensemble de start-up regroupées éventuellement en cercle s'il y a besoin de passer à l'échelle. Bien sûr, dans ce rôle, une personne va être affectée. Donc là, c'est Perrine qui est affectée au rôle lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Perrine, elle va rentrer dans la peau du rôle. Elle va syntoniser avec la raison d'être du rôle. Elle va se rentrer un peu comme dans un... lorsque vous prenez un rôle en théâtre. Elle va rentrer dans la peau du rôle. Elle va mettre son énergie. Ce qu'on lui demande, c'est d'abord et avant tout de mettre sa conscience et sa capacité à ressentir. Bien sûr de travailler, mais de mettre sa conscience et de sa capacité à ressentir au service du rôle. J'essaie de vous faire passer la différence. Et un rôle, c'est défini par quelque chose de cohérent, défini par une identité. La plupart des titres ou des postes dans les organisations, c'est des tiroirs. Quand vous ouvrez le tiroir, il y a plein de choses différentes dedans. Il y a des slips, il y a des chaussettes, il y a des pyjamas, il y a des chemises. Là, on va se centrer sur le rôle, ce qui fait qu'une personne, prenons Perrine toujours, elle va avoir plusieurs rôles dans l'organisation et elle va avoir donc et dans plusieurs cercles. Donc voilà comment fonctionne la structure. Je vais faire une petite récap pour redonner le modèle. La structure est définie par le rôle est défini d'abord par le concept de raison d'être. La raison d'être, ça donne une autorité explicite à celui qui va être affecté dans cette start-up.
Ça veut dire que cette raison d'être me donne, si je rentre dans un rôle, si je suis affecté à un rôle, je regarde la raison d'être du rôle et ça me dit quoi? Ça me donne l'autorité explicite pour faire tout ce que je juge utile en mon âme et conscience pour manifester la dite raison d'être. Le deuxième élément, je vais regarder les domaines. Les domaines, ça m'indique les choses que je dois réguler pour le compte de l'ensemble de l'organisation et que les autres, évidemment, ne peuvent pas impacter. Et puis, je vais regarder les redevabilités. Les redevabilités, ça m'indique ce que je dois faire. Ça me donne aussi autorité pour le faire, explicite pour le faire, et ça indique les attendus explicites sur lesquels les autres peuvent s'appuyer pour me demander des choses. Ces trois éléments, vous comprenez que ces trois concepts complètement différents, absolument pas alignés. S'ils ne sont pas alignés, ça forme un espace. Dans cet espace, la personne qui est affectée est souveraine et elle a l'autorité suprême dans cet espace. Elle est chef. Donc on pourrait dire finalement qu'en holacratie, tout le monde est chef dans ses rôles. Et que ça donne ça, pour récapituler, finalement, c'est une histoire de rôles. Et des rôles ensemble, ça engage des relations. Dans chaque rôle est affectée une personne. Et on passe d'un système pyramidal à un système d'autorité qui est à la fois distribué, autorité explicitement distribuée, et différenciée. Différenciée, ça veut dire que je ne suis plus mes rôles, qui est un des paradoxes, parce que plus j'ai conscience de ne pas être mes rôles, plus j'énergétise mes rôles. Donc voilà pour la partie structure. Et maintenant, je voudrais juste adresser le quatrième volet, qui est la partie pilotage dynamique. Et une autre façon de présenter holacratie, peut-être la plus intéressante, sans doute, en tout cas de mon point de vue. En holacratie, tout est basé, c'est un moteur. Vous voyez, un moteur à énergie libre qui fonctionne à partir des tensions ressenties par les êtres humains. Et les humains sont de formidables capteurs pour ressentir les tensions. Une tension est définie en holacratie comme étant un écart entre la réalité qui est et un potentiel qui n'est pas. Qu'est-ce que c'est une tension? Typiquement, une tension, ça peut être un client pas content, ça peut être une opportunité, ce n'est pas forcément négatif. Le mot tension qui est utilisé là, je sais que chez la plupart des humains, d'à peu près tous les pays, il est connoté négativement, probablement parce que les êtres humains ne savent pas trop comment faire et comment gérer les tensions. Mais dans la réalité, quand on implémente l'holacratie chez nos clients, au bout de 2-3 mois, le mot tension devient neutre. Donc c'est pour ça qu'on a gardé le tension pour le réhabiter. Il était probablement mal habité. Donc une tension, c'est juste un écart. Une tension est égale à un cas concret. Ce n'est pas du pathos, ce n'est pas un fantasme. C'est-à-dire que si tu dis que tu as une tension, attends-toi à ce que je te pose la question, ok, donne-moi une situation concrète, quel est le cas concret? S'il n'y a pas de cas concret, ce n'est pas une tension. C'est observable. Donc on est vraiment ancré dans la réalité. Ça ne dit évidemment rien sur la façon dont l'être humain va ressentir ou interpréter cette tension. Et à la limite, ce n'est pas le sujet, parce que dans la même situation, deux êtres humains peuvent ressentir la même situation de façon différente. Les uns en étant frustrés, les autres en étant excités. Donc je ne parle pas de la façon dont l'être humain l'interprète avec ses filtres personnels, ce n'est pas le sujet là. Là, on est centré sur l'organisation, mais à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'un être humain ressent une tension, et il a un potentiel colossal, même si dans le modèle hiérarchique, on a plutôt tendance à s'anesthésier dans le temps pour survivre, ces tensions-là, elles sont colossales, et donc l'évolution de la structure organisationnelle se fait en traitant les tensions les unes après les autres. Voilà le sujet. Donc en fait, le but et la barre, et tout l'outillage est fait pour ça, c'est de permettre que toute tension ressentie par toute personne, où qu'elle soit dans l'organisation, puisse être transformée de façon rapide et fiable en évolution de l'organisation qui fasse sens, sous réserve bien entendu que cette évolution soit alignée avec la raison d'être. Tout est aligné sur la raison d'être. Je répète, ça veut dire que n'importe quel collaborateur peut modifier, je vais le répéter de manière différente et un peu plus triviale, n'importe quel collaborateur peut modifier l'organigramme qui définit le pouvoir, il n'y en a plus mais juste pour faciliter le lien, modifier la structure de pouvoir qui est en place à partir du moment où il processe une tension réelle qu'il a observée qui vient limiter l'exercice de son travail. Et là, on commence à toucher du doigt, on sort de la notion de pouvoir, on commence à toucher du doigt un truc qui s'appelle la puissance. Et moi, à titre personnel, c'est ce que je recherche à travers l'holacratie. Je pratique évidemment l'holacratie tous les jours dans mon entreprise, sinon je ne peux même pas vous en parler ce soir. Et ce que je recherche à titre personnel, ce qui prend ma quête, c'est est-ce qu'il est possible que chez AGI Partners, qui est la structure dans laquelle je suis, ou chez nos clients, je me retrouve dans une situation où je me retrouve dans l'impuissance. Impuissance égale résignation, égale amotivation.
Et moi, ce que je veux, c'est devenir créateur. Et je pense que tous les êtres humains, en fait, ils sont tous créateurs, ils ont tous des talents. C'est juste une question de contexte, pour reprendre le mot que vous utilisez. Moi, je parle d'environnement. Il y a juste ça à changer. Et j'ai tellement d'expérience auprès des 40 entreprises, c'est peu, mais c'est beaucoup, où j'ai vu des cas inimaginables de gens qu'on avait enfermés dans des étiquettes, qui étaient des bons à rien, qui étaient, etc. Donc, et se transformer tout simplement parce qu'on a changé l'environnement. Et moi, la grande leçon que j'ai appris en mettant en place l'holacratie, c'est que les comportements que vous observez, les jugements que vous portez sur les êtres humains, ne sont pas le miroir de ce qu'ils sont en réalité. Et attendez-vous, si vous faites une vraie disruption, et l'holacratie est une vraie disruption, attendez-vous à des choses qui sont juste inimaginables. Et je vous dis ça après m'être planté plein de fois et heureux de m'être planté. Pour être capable de faire ça, donc un moteur à énergie libre, pour être capable de faire ça, vous comprendrez qu'il y a plusieurs processus, les articles 3 et 4 de la dite Constitution, toujours, donc processus de gouvernance et processus de triage pour l'opérationnel. Ça passe notamment par 2 réunions, une réunion de gouvernance pour vous donner un peu d'ordre de grandeur, qui va être une réunion de 2 heures toutes les 6 semaines. Réunion de triage, si vous êtes en plutôt col blanc, ça va être 1 heure peut-être toutes les semaines. Si vous êtes en col bleu, probablement que ça peut être une réunion debout. Là, on va retrouver des choses qui ressemblent au Lean, sauf que là, maintenant, on a aussi pas que le projet qui est agile, on a aussi l'organisation qui l'est. Ou même 2 fois par jour, on a par exemple un client dans le manufacturing. Eux, ils ont 2 équipes, donc il y a 2 réunions par jour. On a mis en place aussi l'holacratie dans des restaurants. Et dans ce restaurant-là, ils ont juste un service, et donc c'est une réunion debout avant. Avec des processus que je ne vais pas vous décrire là, parce que ça n'aurait juste pas de sens. J'ai un problème ce soir avec ma télécommande, c'est le décalage horaire. Je vois que ça. Je vais vous donner le goût. Maintenant, donc il y a des processus, pas très intéressant. Il y a des processus, ça, l'holacratie, c'est des processus. Je vais vous donner maintenant le goût de la puissance de cet outil et surtout comment est-ce qu'il fonctionne. Le principal, là maintenant, je suis centré sur l'évolution du système de pouvoir. Et comme je dis toujours, le pouvoir est une chose trop sérieuse pour être confiée à des êtres humains. Là maintenant, on commence à rentrer dans la sagesse puisqu'on le confie à un processus. Et je vais vous expliquer comment fonctionne le processus, sachant que le principal ennemi de ce processus, c'est le mental. Les êtres humains, ils ont un truc qui s'appelle le mental. Là, c'est compliqué dès qu'il y a du pouvoir en jeu. Donc ce processus-là, il fonctionne à chaque fois qu'il y a des nœuds organisationnels, genre quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, ou à une réunion qui dit, il y a une mauvaise ambiance dans le service. Ça, c'est ce que j'appelle un plat de nouilles. C'est un plat de nouilles parce que probablement, c'est quelque chose qui a dû se passer il y a un certain temps, un petit truc qui n'a pas été traité. Et puis un autre petit truc qui n'a pas été traité. Et comme l'être humain, il cherche toujours le coupable, on a encore entendu ce soir, et c'est le réflexe, bienvenue au triangle de Karpman, bah forcément, ça s'est cristallisé sur une tête de Turc, et puis forcément, il y a une mauvaise ambiance dans le service. Bon, c'est le truc classique. Bien. On ne sait pas gérer les plats de nouilles avec un holacratie, je suis désolé, ce n'est pas un produit miracle, on ne sait pas faire ça. En revanche, ce qu'on sait faire, parce qu'on a conscience que le plat de nouilles n'a rien à voir avec les humains, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est juste des projections mentales dans l'impuissance de traiter les trucs les uns après les autres. On va dire, on va traiter ça comme on traite la question de démêler une pelote de laine en mêlée. Donc là, j'ai un petit sondage, parce que j'ai un autre job, et j'ai un institut de sondage, juste un sondage à main levée, ceux qui savent savoir quelles sont les personnes dans la salle qui savent tricoter. Petit sondage. Bon, c'est pas lourd. On va monter l'échantillon. Est-ce qu'il y en a qui savent faire du crochet? Ça augmente pas beaucoup, hein. Bon, moi, je sais tricoter. J'ai appris ça avec ma grand-mère et j'adorais ça. J'ai plus trop le temps maintenant, mais j'adore ça. Quand je tricote, je suis très maladroit peut-être, quand je tricote, ma pelote de laine, elle est souvent emmêlée. Vous savez comment est-ce qu'on fait pour démêler une pelote de laine emmêlée? Il n'y a que ça à comprendre pour l'holacratie, donc le mental, là, évidemment, là, il est frustré, grave. Vous prenez un premier fil, au hasard. Alors, quand j'explique ça dans les entreprises, les gens me disent, attends, tu peux répéter, c'est quoi le hasard, c'est quoi les règles? Riez, moi, je trouve ça triste. Je répète, tu prends un fil au hasard. Et la personne dit, mais attends, c'est quoi les règles? Tu peux me donner des heuristiques, des trucs, des machins? Non, ton libre arbitre, là, au hasard. Il paraît que l'être humain, il a un libre arbitre. C'est pas gagné, hein. Bon, bref, après quelques séances, il comprend, donc il accepte de prendre un fil au hasard, et il va tirer délicatement le fil pour vérifier s'il est en train d'amplifier le problème ou s'il est en train de le désamplifier. Parce que s'il amplifie le problème, là, on rate un deuxième truc, le bon sens. On arrête, évidemment. On ne va pas amplifier un truc qui est déjà problématique. Et après, donc, imaginons que ça amplifie, on lâche le fil et on en prend un autre et on tire le fil. Hein? Là, on n'amplifie pas le problème, on le tire jusqu'au bout. Et donc, le processus est aussi peu intellectuel que le suivant. Sans savoir à l'avance ni combien de fils, ni quel fil je vais tirer, le problème va être traité.
Voilà comment fonctionne l'holacratie. C'est triste. C'est triste. Et elle est là, l'agilité. Donc c'est sans cesse du quick and dirty. Et c'est incroyable. Donc je reprends le cas de Yannick, donc cette personne qui est venue en disant il y a une mauvaise ambiance. Je lui dis est-ce que tu peux me donner un cas concret? Parce que moi je ne sais travailler qu'avec des tensions et une tension est égale à un cas concret. Il me dit il y en a plein. Je dis ouais, s'il y en a plein, donne-moi un. Mais il était tellement scotché là-dedans, il était tellement habité, il était tellement pris par cette espèce de grande bouche qui était ce nuage émotionnel qu'il a eu du mal. Donc mais moi je lâche pas, c'est mon job. Et donc il a réussi à m'en sortir un. Je lui ai dit donne-moi un, il m'en a donné un, et puis on l'a traité. On a vu que ça n'avait rien à voir avec les idées préconçues qu'ils avaient. Rien à voir, il n'y avait aucun problème relationnel là-dedans. Bien sûr, il y avait des traces de pneus, parce que ça faisait des mois qu'il durait ça, donc après il a fallu faire des trucs pour gérer les traces de pneus. Mais fondamentalement, il n'y a pas de problème relationnel. Ça n'existe pas, les problèmes relationnels. C'est une illusion. C'est la conséquence du fait qu'on ne sait pas gérer les tensions pour le compte de l'organisation. On ne sait pas aider notre organisation à évoluer. Et ça se transforme, et là je vous dis ça parce que j'étais médiateur pendant des années, et j'adorais ça, et je suis convaincu de ça. Quand vous rentrez dans une entreprise le lundi matin, que vous en ayez conscience ou non, vous êtes un formidable capteur. Évidemment, vous avez encore vos problèmes personnels avec madame, avec monsieur, avec votre banquier. Ça, c'est sûr. Ou votre mal au dos. En plus, à partir du moment où vous passez la porte, vous ressentez les tensions de l'organisation qui ne vous appartiennent pas. Donc voilà comment on traite les tensions en organisation. Eh bien, au début, il y a beaucoup de nœuds organisationnels, des plans de nouilles. Un des trucs fun de mon métier, c'est d'aller déterrer les plans de nouilles, parce que le problème, c'est les plans de nouilles, c'est que les gens n'en s'en rendent plus compte, parce que c'est tellement sous le tapis. Donc il faut aller réveiller ça, c'est juste le bonheur. Et puis, moi j'adore. C'est un peu comme un drainage, si vous voulez, pour enlever les toxines. Donc c'est la partie du début. On draine le corps de l'organisation pour éliminer les toxines, parce qu'après, on accède maintenant à des tensions créatrices sur lesquelles on va surfer, et là, il y a toute l'innovation et toute la puissance de l'holacratie, à condition de s'en servir. Voilà, il y a aussi un processus pour les réunions de triage. Bon, il y a des tableaux de management visuel, et je vais en fait conclure sur ça. Je suis assez content parce que je vais faire plus rapide que ce que j'avais prévu. Du coup, il y aura plus de questions et c'est ce que je préfère. J'essaie de faire une récap de ce truc-là, je viens de vous raconter. Il y a un Canadien, j'ai appris qu'il était Canadien, même s'il a vécu l'essentiel de sa vie en UK, qui s'appelle Elliot Jaques. Elliot Jaques, c'est un théoricien des organisations, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a fait plusieurs trucs assez géniaux, et notamment un. Lui, il dit que dans toute entreprise, il y a 3 structures. Il n'y en a pas une, il y en a 3. La première structure, dit-il, il l'appelle la structure formelle. C'est genre celle que tu présentes sur ton site web ou celle que tu expliques aux candidats que tu veux recruter. L'organigramme, les fiches de poste, ce genre de choses, ces trucs qui sont écrits. Bon, ça c'est un. Et puis après, il dit il y a la structure existante, donc la structure dans la vraie vie, c'est-à-dire que les outils dont on dispose pour décrire l'organisation, franchement, ils sont d'une pauvreté lamentable qui fait que parfois, dans certaines organisations, quand je pose la question combien de temps il faut pour intégrer quelqu'un dans l'entreprise, sans qu'il y ait d'enjeu de compétence, c'est-à-dire quelqu'un qui est compétent, il vous faut combien de temps pour qu'il sache naviguer et faire son boulot? Et je ne parle pas de compétence, il a la compétence. Il y a des entreprises, alors c'est forcément pas chez vous, mais il y a des entreprises qui me répondent 6 mois, 9 mois, 12 mois. C'est bien la preuve par A plus B qu'on n'est pas foutu de décrire comment ça fonctionne, parce que si on savait décrire, il n'y a aucune raison que ça mette autant de temps. Donc ça, c'est la structure, évidemment, la structure formelle qui ne marque. Donc la structure existante, il faut du temps. Moi, j'étais dans un cabinet, là, je sais pas où été présenté, je ne sais pas si ça a été cité, j'étais senior partner, s'il vous plaît, chez EY. Et EY est une culture que j'adore, mais il m'a fallu 3 ans pour comprendre comment ça marche. C'est un réseau international, c'est un bonheur. Et je suis particulièrement doué pour comprendre. Je pense qu'il y en a qui sont passés à la retraite, je n'ai toujours pas compris comment ça marchait. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure existante. Je me rappelle, pour finir une anecdote, comme j'ai un peu de temps, dans un grand groupe international dans lequel j'étais, j'avais un boss monde. Il y a toujours un boss. Dans les grands groupes, c'est terrible. Parce que j'ai eu 2 parcours. J'étais entrepreneur de mes entreprises et puis j'ai aussi été dans des grands trucs. Donc il y avait un boss au-dessus de moi. Et à un moment donné, je voulais passer un truc. Donc j'avais besoin de son approbation. Et j'ai essayé, il ne répondait pas. Et je me suis rendu compte un jour qu'au bout du couloir, il y avait un type qui avait les cheveux gris. Il n'est dans aucun organigramme. Personne ne le connaissait. Et puis, je me suis un peu renseigné, parce que faut être malin dans ces groupes-là. Si tu veux survivre, tu as intérêt à être très malin. Donc, comme j'étais très malin, et plus de 50% de mon agenda politique,
je me suis renseigné, je me suis rendu compte que si j'arrivais à vendre le truc à ce mec qui a les cheveux gris, qui n'a aucun organigramme, ça allait passer comme une lettre à la poste. Ce que j'ai fait, effectivement, c'est passé comme une lettre à la poste. Juste ce genre de truc. Il y en a plein des comme ça. Bref, donc ça, le point de Elliot Jaques, là où il est intéressant, c'est qu'il dit, un truc, je trouve ça vraiment très très malin, il dit, et très juste, il dit, à chaque instant dans la vie d'une entreprise, à chaque instant dans la vie d'une entreprise, d'une organisation, il y a une structure qui est requise. Il y a celle qui aurait le meilleur fit, la meilleure adéquation avec son environnement. C'est celle dont certaines entreprises qui font appel à des consultants en restructuration, dont je faisais partie, donc là je me moque de moi, espèrent trouver, et qui ne vont évidemment pas trouver, ils le savent dès qu'ils ont appuyé sur le bouton. C'est ça la structure requise. En holacratie, la structure formelle est égale à la structure existante. Car à chaque fois que vous détectez un écart entre le formel qui est codé à travers les rôles, on a enfin une mathématique sérieuse et puissante pour rendre compte de la complexité d'une organisation à travers les rôles, et c'est un modèle qui est fractal, donc qui est résistant au chaos dans lequel on est. À chaque fois qu'il y a un écart entre la réalité et ce qui est explicité, on utilise un logiciel pour que ce soit accessible 24/24, eh bien, vous ressentez une tension, puisqu'il y a un écart. On ne voudrait pas que ce soit différent. Donc, vous ressentez une tension, vous apportez cette tension à la réunion de gouvernance, et vous allez... la réalité gagnant toujours, ça c'est l'autre scoop aussi, je voulais dire, la réalité gagne toujours, donc la réalité vient nourrir ce qui est explicite. Donc, à une gouvernance près, formelle est égal à existant. Mais maintenant, là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est requis, il y a un potentiel qui est requis, vous êtes dans vos rôles et vous êtes en train de ressentir un potentiel. C'est pas là, mais il y a un potentiel d'amélioration. Vous allez en réunion de gouvernance et grâce au processus de gouvernance, avec vos petits bras musclés avec le processus, vous pouvez modifier la structure d'autorité, la structure de pouvoir des rôles pour actualiser ce potentiel dans la structure formelle qui est égale à la structure existante. Et donc, la structure formelle est égale à la structure existante et est égale à la structure requise en holacratie. Ce qui veut dire que ça marche de la façon suivante. En fait, vous avez affaire à un algorithme évolutionniste qui n'a pas été inventé par un mental humain, sinon je ne serais même pas allé voir. L'holacratie, c'est un algorithme évolutionniste. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, le corps de l'organisation se sculpte et évolue au gré des tensions ressenties par l'ensemble des collaborateurs, microévolution par microévolution, avec une énergie dans un processus écologique, parce que l'énergie, là, elle est libre, il n'y a pas besoin de mettre de l'énergie. Ça vous rappelle rien? Moi, j'ai l'impression que la nature, elle fonctionne comme ça. Et en fait, le processus, donc adieu les restructurations, adieu les traumatismes liés aux restructurations. En fait, cette organisation et son agilité, elle se développe comme une plante verte, comme n'importe quel être vivant. Elle évolue, elle se différencie pas à pas, grâce à ses amis que sont les êtres humains dans leur capacité à ressentir, parce que ça revient vite, la capacité à ressentir pour les êtres humains. Voilà, je vous remercie pour votre attention.